Lundi 15 novembre 2021, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de nous choisir pour vous informer. À la une des actualités de ce jour, la construction de la centrale hydroélectrique de Saoufk va enfin débuter. La signature des contrats de concession de la plus grande centrale hydroélectrique de Madagascar entre l'État malagasy et le groupe NEO a lieu ce jour au Palais Diavelou. D'après négociations ont eu lieu entre les deux parties avant d'aboutir à ce stade, négociations durant lesquelles l'État malagasy a plaidé pour la population malagasy. 1,6 million de ménages seront approvisionnés en électricité grâce à cette centrale qui peut produire 192 MW jusqu'à 300 MW et qui bénéficiera au réseau interconnecté d'Antananarivo, de Thomas et de Chanaranso. Reportage. La forte croissance de la population et la croissance des demandes énergétiques expliquent le problème d'énergie auquel la population malagasy fait face quotidiennement. L'offre ne suit pas la demande et particulièrement durant la saison sèche. D'un autre côté, la Jirama se dit être en faillite alors que les consommateurs ne cessent de se plaindre de la hausse de frais d'électricité. Pour y remédier, l'État malagasy a donc décidé de collaborer avec le groupe NEO dans la construction de la centrale hydroélectrique de Saoufk. Dans le cadre de la préservation de l'intérêt public, ce dernier a entamé une négociation avec le groupe sur la période de concession. Aujourd'hui, nous sommes résolus à changer cette réalité. La vision, la stratégie et le programme d'action sont clairs et précis. Ce projet marque notre engagement écologique visant à produire de l'énergie propre, renouvelable et respectueuse de l'environnement. De ce fait, l'aboutissement de ce projet qui nous réunit aujourd'hui, nous mène tout droit vers notre objectif pour la transition énergétique à Madagascar. Il a fallu absolument optimiser le coût d'investissement, raison pour laquelle la concrétisation de ce projet a pris du temps. Tout au long des réunions de travail et de négociation, des acquis positifs et constructifs ont été finalement réalisés. Le coût total d'investissement pour ce projet s'élève à 900 millions d'euros, incluant les frais financiers. Si au départ, la concession était de 35 ans, celle-ci a été ramenée à 25 ans, et cela pour une meilleure souveraineté de la gestion de l'énergie propre à Madagascar sur le long terme. Mis à part cela, ce projet permettra également à la Jirama de fournir de l'énergie à un prix plus abordable. D'un tarif moyen de 5,90 cents, nous sommes aujourd'hui à 5,13 et nous pourrions même aller jusqu'à 4,96 si nous arrivons à bien respecter nos engagements dans le protocole que nous allons signer tout à l'heure. Oui, certains disent que pour 1 centime, nous avons perdu du temps et donc de l'argent. Non, car en vérité, 1 centime fois 1300 gigawattheures fois 25 ans, ma calculatrice commence à ne plus avoir assez de place pour les chiffres. La centrale hydroélectrique de Saoufk sera construite dans la région de Vaknakaraj. Cette centrale, qui, une fois construite, sera la plus grande centrale à Madagascar, c'est celle d'un des Calais qui est pour l'instant considérée comme telle. Non seulement le prix de l'électricité connaîtra une baisse avec cette centrale, mais la production de CO2 sera également réduite. Ce qui démontre bien que Madagascar entame son développement énergétique. La signature de la réalisation de PRIRTEM 2 ou projet de renforcement et d'interconnexion des réseaux de transport d'énergie électrique à Madagascar, phase 2, financée par le BAD, a également eu lieu ce jour. La réforestation est la principale arme dans la lutte contre le changement climatique. Madagascar à Rakouchal, Madagascar recouvert de forêts, telle est la vision du président de la République, Andry Rajoelina. Dans cette optique, le vice-ministre de la Réforestation auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable s'est fixé comme objectif de planter sur une surface de 80 000 hectares pour la prochaine saison de réforestation qui débutera en janvier 2022. Le renforcement des suivis sera effectué pour que ce reboisement ne soit pas en vain. Reportage.
Comme il a déjà été approuvé lors du dernier Conseil du ministre et conformément à la vision du président de la République, Madagascar Arakuchal, le vice-ministère chargé de la réforestation auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable, procède actuellement à la mise en place du programme national pour la réforestation dans le cadre de la lutte contre le changement climatique que Madagascar subit actuellement dans un contexte d'injustice environnementale que le président de la République a d'ailleurs dénoncé lors du COP26. Pour cela, 3 grandes étapes ont été mises en place. La réforestation le long des routes nationales, notamment des routes fleuries ou arborées de plus de 2300 km de long. À titre de rappel, une emprise de 3 à 5 km bordant la route nationale appartient proprement à l'État malagasy. Cela ne devrait donc pas créer de problème. Puis le reboisement intensif de 60 millions de jeunes plants en une journée, mais également la mise en place de pépinières à grande échelle de proximité. Cela engage tous les citoyens malagasy, toutes les institutions publiques comme privées, les diverses organisations afin d'atteindre le but, planter sur une surface de 80 000 hectares et assurer au fur et à mesure la reforestation de Madagascar, a expliqué la vice-ministre chargée de la réforestation ce jour. La politique de reboisement a été mise en place et appliquée depuis bien longtemps, mais le manque de contrôle et de suivi explique l'inefficacité et les irrégularités constatées jusqu'ici, si l'on ne cite que les respects du cahier de charges par les aires protégées qui sont financées par l'État. En effet, en cas d'incendie, les gérants des aires protégées doivent restaurer les surfaces brûlées, explique la vice-ministre. Le taux d'incendie a considérablement baissé cette année comparé aux précédentes années, souligne la vice-ministre. Cette dernière invite donc tout un chacun à prendre sa part de responsabilité afin de restaurer la verdure de Madagascar. Les habitants d'Ius, capitale de la région d'Iorombe, font face à une pénurie d'eau actuellement. Même les citernes qui sont à leur disposition pour pallier le problème ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de la population. D'après les informations, les feux de brousse seraient la principale raison des tarissements d'eau, ce qui entraînerait la pénurie d'eau. Reportage de Radraman Zatov. Outre la distribution d'eau à travers les citernes dans la région, certains habitants se voient obligés de se ravitailler dans des puits en dehors de la ville à cause de la pénurie d'eau. Ce sont des briquetiers qui ont construit des puits et vendent le bidon d'eau à son arrière afin de remédier aux difficultés de la population. Il y a également ceux qui transportent de l'eau à bicyclette de cet endroit jusqu'à Ius pour la vendre à 500 arrières. Cette pénurie d'eau est une première pour les habitants d'Ius, d'après l'ancien député. La destruction de l'environnement, à savoir la déforestation et le feu de brousse sont les causes de ce problème, a expliqué ce dernier. D'ailleurs, ce sont également ces feux de brousse qui sont à l'origine du manque de précipitations dans cette région. Il fait donc appel à la cessation de tels actes. La pandémie de Covid-19 a eu des conséquences néfastes sur l'économie mondiale, a expliqué la représentante de la Banque mondiale à Madagascar hier. La vaccination de la population contre la Covid-19 est pour cette dernière l'un des moyens pour contribuer au redressement économique. À cet effet, le tourisme est un des piliers de l'économie malagasy, mais il ne pourra rétablir l'économie si les personnels ne sont pas vaccinés contre la Covid-19. Aussi, la Banque mondiale a octroyé 302 400 doses de vaccin Johnson à Madagascar. Toujours reportage de Radraman Zatov. La pandémie de Covid-19 n'a pas été qu'une crise sanitaire. Elle a également provoqué une crise économique et sociale, a expliqué la représentante de la Banque mondiale à Madagascar. D'après elle, c'est la première fois que des mesures d'ampleur mondiale, préalablement connues comme pouvant porter préjudice à l'économie mondiale, ont néanmoins été prises. En effet, Madagascar n'est pas le seul pays qui fait face à des difficultés économiques pour avoir élaboré des stratégies dans la lutte contre la pandémie. Ça a touché tous les pays du monde. Mais Madagascar, plus que n'importe quel pays, a été touché énormément. Je pense qu'on le ressent tous dans nos ménages. Mais quand on parle de chiffres, on dit que Madagascar a perdu 9,4 de croissance en l'espace de 2 ans. Ça, c'est peut-être la plus grande crise que ce pays a connue. Beaucoup plus que les crises politiques qui se sont passées. Et dire combien nous pensons que ça, c'est vraiment quelque chose qui a enrayé les efforts du gouvernement en matière de réduction de la pauvreté.
Aussi, la reconstruction de l'économie malagasy et du ressort de toute la population a attesté la représentante de la Banque mondiale à Madagascar. Cette dernière invite alors tout un chacun à se faire vacciner pour l'intérêt commun et afin de faire fonctionner l'économie, notamment à travers le tourisme. N'oubliez pas, vaccinez-vous, c'est vous protéger. Il y a vous, voilà. Donc allez-y, protégez-vous, protégez vos familles et protégez-nous tous pour qu'ensemble on puisse enrayer cette crise. À cet effet, 302 000 doses du vaccin Johnson sont arrivées à Ivat hier, une donation de la Banque mondiale pour Madagascar dans le cadre du mécanisme AVAT. Deux raisons ont fait l'objet de la descente du ministre des Travaux publics dans la région Atsnanan en fin de semaine. La première est la constatation de l'état des routes actuelles et la recherche des solutions pour ces réhabilitations. En deuxième lieu, le ministère des Travaux publics a également visité les lieux pour la construction des nouvelles routes dans cette partie est de la Grande Île, faisant suite au projet présidentiel des routes nouvellement conçues pour désengorger les localités les plus reculées. Un reportage de Nater Akotmav. L'état de délabrement de la route nationale 11 est source de problèmes pour la population. Outre les difficultés liées à la circulation, cela a aussi des conséquences dans leurs revenus. Selon Joussoir, un paysan, la route a vraiment besoin d'être réhabilitée car cela facilitera leur quotidien, notamment pour le transport des récoltes. Ce père de famille, de son côté, assure que même les trajets en voiture sont fatigants étant donné qu'ils durent longtemps. Si à bicyclette, les risques de blessures sont fréquents. La vice-présidence de l'Assemblée nationale région Atsnanan a également renforcé qu'elle est témoin des difficultés de la population d'Atsnanan à cause de cette route, entre autres pour l'évacuation des malades. Le président de la République a déjà émis les consignes afin de voir l'état des routes dans tout Madagascar. Une des raisons de cette descente du ministre des Travaux publics dans la région Atsnanan afin de trouver des solutions pour leur réhabilitation. Les routes concernées sont celles reliant Vatmanj à Mahanour, Mahanour et Marlimbe, ainsi que celles reliant le lac Est à Tanambo-Manamputsi. Outre les réhabilitations, d'autres projets de construction de routes sont également en cours dans cette partie est de la Grande Île. 5 localités seront concernées par cet désenclavement. Ainsi, des routes reliant Intanfouts à Marlimbe, Mananzar et Nousvark et Mahanour seront construites dans ce projet présidentiel. Selon le ministre des Travaux publics, ces routes seront construites suivant les normes, donc dotées des canaux d'évacuation d'eau pour garantir leur longévité. D'après les statistiques, la population malagasy augmente de 2,5 à 3% par an. On observe cependant que cette augmentation ne concorde pas avec l'accroissement du PIB annuel. Face à cette situation, le recours au planning familial est devenu incontournable pour les foyers malagasy. Le but est d'atteindre les 30% de foyers utilisant des méthodes de planification familiale jusqu'à l'année 2030. À cet effet, le ministère de la Population effectuera des sensibilisations en ce sens. Des formations ont alors été dispensées ce jour pour ceux qui ont choisi de la pratiquer. La croissance économique du pays ne concorde pas avec la croissance démographique à Madagascar. C'est pourquoi les foyers malagasy doivent procéder à des méthodes de planification familiale, ont expliqué ceux du ministère de la Population. En effet, le taux de croissance de la population à Madagascar atteint 2,5 à 3% par an. Par contre, la croissance économique n'est pas au même rythme. Le gouvernement actuel a comme défi de réduire cette croissance démographique jusqu'en 2030. Aussi, le but est d'atteindre les 30% de foyers malagasy utilisant les méthodes de planification familiale. Le ministère de la Population octroie une formation à ceux qui choisissent de procéder au planning familial. Par la suite, ceux qui ont bénéficié de la formation formeront à leur tour les associations dans les régions qui effectueront les sensibilisations sur l'utilisation du planning familial auprès des foyers. Concernant les actualités internationales, après un entretien dimanche avec le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Vladimir Makiy, a affirmé que toute sanction contre Minsk serait contre-productive. Bruxelles, qui tient la Biélorussie responsable de la crise migratoire en cours aux portes de l'Union européenne, doit décider lundi de l'élargissement ou non des sanctions contre le régime. Un reportage de France 24. C'est un sauvetage inespéré. Au cœur de la forêt polonaise,
Les membres de cette ONG ont découvert ces 2 migrants en état d'hypothermie, après plusieurs jours à vivre dehors par 3 degrés. On les a trouvés dans les bois. Ils étaient dans un état critique et on n'a pas pu communiquer avec eux. Il est impossible pour l'instant de leur demander ce qui s'est passé. Ils ont juste donné leur nom. Une fois les premiers soins prodigués, direction l'hôpital pour les 2 frères âgés de 40 ans. Depuis le début de la crise, au moins une dizaine de migrants seraient décédés. Dimanche, les autorités biélorusses ont diffusé ces images de centaines de personnes se dirigeant vers la frontière. Sur place, des militaires polonais les attendent en nombre avec un seul mot d'ordre. Entre Minsk et Varsovie, la guerre se fait pour l'instant sur le terrain de la communication. La télévision d'État diffuse en boucle ces images de la Croix-Rouge biélorusse distribuant des vivres aux migrants. Детишки все получили еду, как вы видите, что уже они приходят с мамами, получают просто уже пакеты, которые и для взрослых, и для детей. De l'autre côté des barbelés, les Polonais ont le mauvais rôle de ceux qui empêchent les gens de passer, tandis que les gardes biélorusses empêcheraient tout retour des migrants vers Minsk. Plusieurs milliers de personnes seraient ainsi bloquées à la frontière. Bruxelles dénonce une manipulation de la Biélorussie et de la Russie pour faire pression sur l'Union européenne. Des accusations balayées par Vladimir Poutine, exhortant les Européens à régler leurs différends directement avec Minsk. New Delhi a ordonné samedi la fermeture des écoles pour une semaine et envisage d'instaurer un confinement pour protéger la population d'un nuage de pollution. Toujours un reportage de France 24. Vue du ciel, voici à quoi ressemble la chape de pollution qui s'abat sur New Delhi depuis plusieurs jours. Comme tous les ans à l'arrivée de l'hiver, la capitale indienne suffoque. Ce week-end, le taux de particules fines dans l'atmosphère a dépassé de 20 fois la limite recommandée. Face à cette pollution qui s'infiltre jusque dans les maisons, cette mère de famille a décidé de s'équiper. J'allume le purificateur d'air et le voyant devient rouge. Ça veut dire que l'air dans la pièce est mauvais. En ce moment, on ne peut pas s'en passer. Une situation qui désole cette avocate. Elle s'inquiète surtout pour la santé de ses enfants. Je suis inquiète pour leur avenir. Ils ne peuvent pas aller dehors, ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent pas vivre normalement. New Delhi est l'une des villes les plus polluées au monde. Ses habitants n'en peuvent plus. Les gens ont des maladies respiratoires, des problèmes aux poumons, de l'asthme. En ce moment, la pollution a vraiment beaucoup augmenté. Au niveau national, le constat n'est guère plus reluisant. L'Inde est le 3e plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète. 70% de son électricité provient du charbon. Mais le pays refuse d'abandonner son exploitation. Pour ce spécialiste, l'Inde est accro à cette énergie fossile et n'a pas d'autre solution. On ne peut pas se passer du charbon. Nos besoins en énergie sont tellement gigantesques que si on voulait n'utiliser que des énergies renouvelables, nous aurions besoin d'espace et on n'en a pas les moyens. On manque de financement aussi. Incapable pour le moment de se passer du charbon, l'Inde souhaite tout de même en réduire sa consommation et a fait cette promesse d'ici 2030. Les énergies renouvelables satisferont la moitié de ses besoins électriques. Saïf al-Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a déposé dimanche sa candidature à l'élection présidentielle du 24 décembre, a annoncé un représentant de la commission électorale. Reportage. Saïf al-Islam Kadhafi se verrait bien suivre les traces de son père. En tenue bédouine, le fils de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi a officiellement déclaré sa candidature ce dimanche. 2 jours après une conférence internationale de soutien à la Libye et 10 ans après la chute du régime absolu fondé par son père. Avant la révolution, Saïf al-Islam est le dauphin désigné du guide suprême. Né en 1972, il étudie notamment l'économie, puis fait office de diplomate en chef du régime. Il s'occupe par exemple des négociations pour indemniser les victimes des attentats de Lockerbie en 1988, commandités par Mouammar Kadhafi. Quand le pays se soulève, il défend le pouvoir, ce qui lui vaut de passer par la case prison entre 2011 et 2017. Il est même condamné à mort avant de bénéficier d'une amnistie. Depuis, il tente de peser sur la politique d'un pays divisé et ravagé par la guerre civile. Lui-même soupçonné d'avoir caché la fortune du régime, il accuse l'ex-président Nicolas Sarkozy d'avoir bénéficié de fonds libyens pour financer la campagne de 2007.
Nous avons financé sa campagne et nous disposons de tous les détails. Nous sommes prêts à les publier. Nous réclamons en premier que ce clown de Sarkozy rende l'argent du peuple libyen. Candidat déclaré depuis juillet, Saïf al-Islam Kadhafi dit soutenir le processus de dialogue national porté par les Nations Unies. Pour cette présidentielle, ni son programme ni sa position vis-à-vis des acteurs de la guerre civile ne sont connus. C'est le 24 décembre prochain que les Libyens sont appelés aux urnes. Ils peuvent pour le moment choisir entre Saïf al-Islam Kadhafi, le maréchal Khalifa Haftar, le Premier ministre Abdelhamid Deba et Aguila Saleh, le président du Parlement. Mais revenons à présent dans le pays avec cette actualité sportive. La délégation tanzanienne n'a pas respecté les dispositions sanitaires en vigueur, raison pour laquelle les membres de la délégation ont été mis en quarantaine dans un hôtel. En effet, suite aux tests effectués à leur arrivée à l'aéroport, 8 d'entre eux ont été diagnostiqués positifs à la Covid-19. Un reportage de ça, Sylvain. La page officielle de la Fédération tanzanienne de football a avisé de la présence des éléments des forces de l'ordre au sein de l'hôtel où elle a séjourné. Les forces de l'ordre ont en effet dénoncé l'existence de cas positifs de Covid-19 parmi les membres de la fédération. Aussi, lors de la rencontre après match avec les organes de presse, l'entraîneur tanzanien a fortement critiqué les responsables et la Fédération malagache de football. Mais le fait est que c'est le non-respect des mesures sanitaires par la Tanzanie qui a incité la police à rester aux alentours de leur hôtel et même à y pénétrer. D'ailleurs, le rapport de la FMF a confirmé que conformément au règlement, des tests PCR ont été effectués à l'endroit de la délégation tanzanienne à leur arrivée à Ivatu. Et les résultats ont indiqué que 8 parmi les membres de la fédération tanzanienne ont été atteints de la Covid-19. Informée des résultats du test, la délégation tanzanienne a refusé leur mise en quarantaine au sein du CTC villageois, tel que l'exigent les normes sanitaires. Ils ont ainsi décidé de rester à leur hôtel, où ils ont été contraints à l'isolement. Mais toujours d'après la FMF, les Tanzaniens n'ont pas respecté ces dispositions. Par conséquent, la présence des éléments de la police nationale à l'hôtel pour protéger la population malagache était légitime. Ces normes établies s'appliquent à tous, sans exception, afin d'éviter la propagation de la pandémie. D'après les informations, la fédération tanzanienne fera part de ces incidents à la FIFA. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec votre série Alice in Borderland. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour de nouvelles actualités.